Bonjour. Et tout d'abord, merci à toutes et à tous d'être si nombreux. J'espère vraiment que vous vous êtes pas fait tous arnaquer pour être là, pour prendre des renseignements. Parce que ça ferait beaucoup quand même, hein. Non, écoutez, je voulais vous remercier d'être là. Ça fait toujours, moi je prends toujours un réel plaisir à vous rencontrer maintenant depuis nos prises de fonction. Il y a certaines personnes que je connais et que je vois régulièrement dans nos conférences ou au Gynesté ou dans différents lieux avec le service senior de la ville de Marseille. Voilà, n'hésitez pas. Je pense que c'est une conférence qu'on a montée parce que je crois que l'idée est venue parce que j'ai été interpellé une fois par une personne âgée qui m'a dit je me suis fait arnaquer. Je crois que c'était la BNP. C'est ça? C'est la BNP, monsieur, c'est ça? Et voilà. Le but de ces conférences, c'est d'essayer de vous donner un maximum d'informations, un maximum d'outils, que vous puissiez poser les questions que vous voulez pour éviter en fait que vous vous fassiez arnaquer. C'est devenu aujourd'hui très facile. Les SMS où on clique sur un lien, un coup de téléphone, voilà. Je crois que c'est plus le téléachat. Avant, le téléachat, on était sûr de ne pas se faire arnaquer. Mais là, voilà, il y a des personnes qui sont quand même relativement très très bonnes et qui savent faire. Et aujourd'hui, on va essayer de vous donner le maximum d'informations pour éviter que vous vous fassiez arnaquer. À part ça, il y a le tableau ici de toutes les autres conférences. Le jeudi 22 juin, lutter contre le stress et bien dormir. Le 19 octobre, bien préparer sa retraite, même si pour la plupart vous y êtes déjà. C'est vrai, elle n'est pas trop intelligente. Il n'est pas trop intelligent ce titre, hein. Voilà. C'était pour essayer d'aller chercher de nouveaux seniors et pour leur expliquer qu'au service senior de la ville de Marseille, c'est bien. Mais on a besoin, en fait, nous, de commerciaux et j'espère que vous faites le travail, que vous dites dans vos familles, auprès de vos amis, tout ça, que le service senior fait de très bonnes choses et qu'on aura... je vois que maintenant, les nouveaux seniors ont de moins en moins de cheveux gris. Il y en a une que je vois devant moi qui est presque... Que vous faites quoi ici, en fait? Vous êtes sûr que vous êtes senior? Non, voilà. Écoutez, merci d'être là. Profitez bien. N'hésitez pas à poser toutes les questions. Il y a Madame Emna Zegal qui va répondre à toutes vos questions, qui presque se languit de répondre à toutes ces questions. On a toujours la même. On prend l'habitude de vous voir. C'est très agréable. Merci beaucoup d'être là. Et bon après-midi à toutes et à tous. Merci à vous. Merci, Monsieur Eladi. Vous êtes, je le rappelle, adjoint au maire en charge du lien social, de la vie associative des centres sociaux du bel âge et de l'animation urbaine. Donc, merci à vous pour la mise en place de cette belle conférence sur un sujet inédit, les arnaques à la consommation. Et nous avons une spécialiste aujourd'hui de la question qui est directrice et juriste du CTRC de PACA, Madame Ennazral. Alors, les personnes âgées, oui, elles sont souvent la cible des escrocs en tout genre qui tentent donc de leur vendre des services, des produits, des contrats. Ainsi, on peut lire des faits divers dans la Provence. Ils volent 53 000 € à des personnes âgées à Marseille avec la technique du billet oublié. L'escroc a fait au moins 23 victimes en les approchant lorsqu'elles retiraient de l'argent à un distributeur automatique de billets. Ou encore, arnaque contre les personnes âgées dans un autre média. Les escrocs prétendent vouloir mettre à l'abri leurs bijoux. En arrivant chez les personnes âgées, les escrocs affirment être des voisins ou des parents d'une connaissance, puis leur demandent de garder des effets personnels précieux avant leur départ en vacances pour qu'ils les mettent dans leur cachette. Eh oui. On a beaucoup d'imagination. Mais l'arnaque n'a pas d'âge. Si on peut encore lire dans la presse qu'un papy escroc de 83 ans volait, par ruse, des cartes bleues à des personnes âgées, plus âgées que lui. En se faisant passer pour un agent de la Poste. Voilà. Donc, alors quelques chiffres après ces faits divers qui nous concernent. Dans un rapport paru en 2022 du ministère de l'Intérieur sur un bilan de l'insécurité et de la délinquance en France, on constate quand même une hausse de 15%, 15% en plus des escroqueries en 5 ans sur tout le territoire français. Il y a 3 départements les plus touchés par cette hausse: Paris,
les Hauts-de-Seine et les Bouches-du-Rhône. Voilà. Donc, cette hausse, elle s'expliquerait visiblement par l'augmentation de la cyberdélinquance, c'est-à-dire par Internet. Alors, quelles sont les arnaques les plus fréquentes? On va en parler, on va essayer de trouver des réflexes et des moyens de se préserver. Alors, les arnaques les plus fréquentes, le faux agent EDF qui vient vérifier un compteur électrique ou un agent municipal qui se présente au domicile des personnes âgées pour leur proposer des services, mais moyennant bien évidemment de l'argent. On a aussi eu l'arnaque au matelas l'été dernier, en 2022, à Brignoles, dans le Var, qui s'est multipliée. Les malfaiteurs abordaient en fait les personnes âgées sur les parkings des supermarchés et parfois dans les magasins, à leur sortie des magasins, dans les services après-vente des magasins, en posant habilement des questions sur leur literie, afin de leur proposer un nouveau matelas, en faisant croire que le leur était abîmé ou infesté d'acariens. Et l'objectif était bien évidemment de soutirer de l'argent. Autre escroquerie que vous devez connaître, le chèque bancaire. Chaque année, on a 200 000 chèques dits frauduleux, ce qui représente 538 millions d'euros en 2020. Voilà, les chèques sont détournés, ils sont ou volés ou faussés. Voilà. L'arnaque également au remboursement des impôts. La fin de l'année 2021, on a reçu des courriers électroniques qui ont circulé dans les boîtes mail des contribuables avec pour objet des remboursements d'impôts. Il s'agissait en réalité d'arnaque et d'un phishing. Voilà. Les faux sites administratifs, aujourd'hui il existe de nombreux faux sites administratifs qui proposent d'effectuer moyennement une rémunération des démarches administratives courantes, permis de conduire, carte grise, extrait d'acte de naissance, à la place des citoyens. Et bien évidemment, les personnes âgées sont les cibles privilégiées des malfaiteurs. Voilà. Alors, comment prévenir les risques? Comment se préserver? Quelles démarches on doit mettre en œuvre quand on se fait avoir? Voilà, autant de questions que nous allons traiter maintenant avec notre invité M. Nasral, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Merci. Alors, je vais vous présenter notre invitée et ensuite, elle nous présentera sa conférence. Alors, M. Nasral, vous avez étudié donc le droit à la faculté de droit de Sfax en Tunisie. Vous avez obtenu un master en droit privé et européen avec un partenariat avec l'Université de Limoges. Vous avez poursuivi donc vos études en France dans le cadre d'un doctorat que vous allez soutenir cette année au mois de juin. Donc, vous avez travaillé en droit international privé en vous intéressant au droit de la consommation en particulier, notamment les actions de groupe. À côté de votre parcours universitaire, vous avez enseigné à l'université pendant plusieurs années et vous vous intéressez au domaine associatif. Alors, pourquoi? Mais parce qu'en fait, ça vous rapproche aussi de l'enseignement, de la recherche, et il y a une dimension qui est celle d'améliorer le quotidien des citoyens et puis le contact humain et la bienveillance qui vous sont chers. Voilà, vous avez été recruté en janvier 2021 donc, au CTRC PACA en tant que juriste, directrice du CTRC. Voilà, donc votre poste, en fait, il implique de répondre à des consultations juridiques. Donc, toutes les arnaques les plus terribles, c'est elle qui les traite. Voilà. Elle organise également des conférences à l'attention des bénévoles et participe à des conférences comme celle d'aujourd'hui auxquelles elle est très attachée. Donc, vous allez aborder une conférence en 2 temps. Une première partie sur les arnaques qui existent aujourd'hui, que vous avez traitées, les réflexes qu'on va devoir développer, et puis une deuxième partie sur la question très particulière de la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Voilà, donc vous prenez des notes. Voilà, nous vous écoutons avec grand plaisir. Bon. Bonjour à tous et merci Madame Chapon pour cette présentation. J'ai rien à ajouter. Je vais présenter le CTRC PACA, mon employeur. C'est le Centre technique régional de la consommation, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal, je vais vous expliquer. Alors, on n'est pas une entreprise, on est une association 1901.
On a été créé à la fin des années 60 sous l'impulsion des pouvoirs publics et c'était donc en parallèle avec la création de plusieurs autres CTRC dans toutes les régions de France. Alors l'objectif c'était d'offrir un soutien technique et juridique aux associations agréées de consommateurs. Donc c'est pour ça que vous ne nous connaissez pas. Il n'y a pas d'adhérents personnes physiques en fait au CTRC, il n'y a que des associations et précisément des associations agréées. On est aussi puisqu'on a été créé sous l'impulsion des pouvoirs étatiques en réseau avec l'Institut national de la consommation. Si vous connaissez pas l'Institut national de la consommation, vous connaissez certainement 60 millions de consommateurs. C'est ça. Donc l'INC, il édite 60 millions de consommateurs et il travaille en réseau avec nous. On dépend du ministère de l'économie, précisément de la DGCCRF. Je crois que vous la connaissez, c'est la répression des fraudes. Direction générale concurrence, consommation, répression des fraudes. Et nous, on est implanté sur toute la région PACA. Donc, on travaille sur les Bouches-du-Rhône, mais également sur les autres départements de la région PACA via nos associations adhérentes qui, elles agissent auprès de vous. Donc, mon quotidien, il consiste à la direction de l'association, mais aussi donc à répondre aux pires questions de la consommation, donc les arnaques. On intervient aussi sur le logement. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais les associations de consommation interviennent sur les problématiques de logement et ça inclut donc tous les problèmes de propriété individuelle, la copropriété et la location. Plusieurs associations font partie du CTRC. Alors ça fonctionne selon une adhésion volontaire, donc c'est pas imposé à toutes les associations, mais c'est nos associations adhérentes. Donc vous les connaissez normalement, au moins certaines, la CLCV, la FOC, CGL, Indecosa, CGT, Famille de France et dernièrement l'UDAF nous a rejoints. Alors, je reprends ce que vous avez dit par rapport à ma présentation. Donc, elle va se dérouler en 2 temps. Le premier temps, qui est le plus conséquent, il concerne les réflexes incontournables qu'on doit tous avoir, mais surtout vous. Parce que les arnaqueurs, ils disent toujours que les seniors sont une victime assez facile. Et l'objectif de ces conférences, c'est que vous ne restez pas des victimes fragiles, que vous deveniez vous-même consommateurs, c'est-à-dire agir pour que la consommation soit plus saine. Et comment ? En agissant, en adoptant des réflexes à l'encontre de ces arnaqueurs, en signalant ces arnaqueurs, et de ne plus rester donc juste des petites victimes. Voilà. Le deuxième temps, c'est les arnaques aussi, mais ça concerne la hausse des prix du gaz et de l'électricité, et puis précisément la question de la fin des tarifs réglementés pour le gaz. Donc je vais aussi le traiter. Je vais commencer donc par les réflexes incontournables. Bien évidemment, il y a beaucoup de réflexes à adopter parce qu'il y a plein d'arnaques, mais là je vais me concentrer sur les arnaques les plus dangereuses et les plus courantes aussi. Donc, je vais traiter de plusieurs thématiques. La première, elle va concerner l'achat sur Internet, parce que même si on parle de fracture numérique, je sais que tout le monde y fait recours de plus en plus aux achats sur Internet suite à la crise du Covid. Et donc les arnaques se sont très très bien développées. Est-ce que vous allez aussi aborder du coup les sites qui n'existent pas en fait, parce qu'il y a des arnaques qui sont nombreuses et on pourrait se retrouver à commander sur Internet, alors sur un site qui n'est pas existant. Effectivement. Donc, il y a des faux sites Internet et c'est l'une des arnaques les plus courantes. Cette arnaque concerne les professionnels. Donc, on va traiter de chaque étape
étapes du contrat d'achat sur Internet. Le premier, ça va être le professionnel. On passe après à la commande, au paiement et puis à la livraison. Les faux sites Internet concernent le professionnel. Le premier réflexe, c'est donc de savoir où sont les informations qui concernent le professionnel, parce que c'est finalement notre co-contractant et peut-être un potentiel arnaqueur. Où les trouver? On les trouve dans les mentions légales. Généralement, dans les sites Internet, ça se trouve tout en bas. Et ces informations sont très, très utiles lorsque malheureusement, vous êtes victime d'une arnaque ou que vous avez un litige avec le professionnel. Dans ce cas, vous avez des informations suffisantes pour le contacter et puis, au pire des cas, agir en justice. Le deuxième réflexe est donc de ne pas acheter d'un site Internet qui ne contient pas de mention légale, ça existe parfois, ou qui contient des mentions légales qui sont floues. Les professionnels sont tenus d'une obligation d'information à votre égard, à l'égard des consommateurs de manière générale, et ils sont donc tenus d'une obligation complète à votre égard. Alors, pour vous donner un exemple de mentions légales qui sont très claires, et donc ça doit être toujours comme ça. Si ce n'est pas comme ça, c'est que c'est pas un bon site Internet et c'est pas un bon professionnel, voire un arnaqueur. Alors, c'est les mentions légales de SFR. Là, on a le nom de la société, Société française de radiotéléphone. SFR, on a le siège social pour lui écrire, on a aussi le numéro de téléphone, oui voilà, et toutes les autres informations utiles. Donc si vous n'avez pas des mentions légales qui ressemblent à ça, n'effectuez pas l'achat sur Internet. Parce que la grande difficulté aussi, c'est lorsqu'on achète sur Internet, c'est lorsqu'on veut contacter le site, c'est de trouver ces éléments-là, de trouver un contact, soit une adresse mail, soit une adresse postale. C'est pas toujours simple quand même. Oui, sachant que là, puisque vous faites un achat sur Internet, vous allez forcément, vous connaissez déjà le site Internet, et donc à chaque fois, il faut revenir sur ce site-là et chercher les mentions légales de ce site-là. Ne les cherchez pas ailleurs. Et le problème surtout concerne les faux sites Internet. Il faut se prémunir de ces faux sites. Il existe plusieurs faux sites et leur objectif en fait est double. Alors il y a les moins méchants, on peut dire ça, c'est ceux qui cherchent juste à récupérer de l'argent sans vous envoyer le produit ou le service. Bon, c'est pas très bien, mais il y a pire, il y a les sites qui cherchent à récupérer vos informations bancaires, quitte à les vendre après, et vous serez dans ce cas victime d'une fraude à la carte bancaire que je vais traiter après. Donc, il faut faire attention lorsque le site de la vente provient d'un mail, ce qu'on appelle le phishing, ou d'un SMS, ce qu'on appelle le smishing. Lorsque vous avez un SMS qui contient un lien, il ne faut jamais cliquer sur ce lien, même si le SMS paraît très très correct. Alors, des exemples. Un mail ou un SMS qui vous informe de la commande, de la livraison, du paiement, des frais de douane. Un email ou un SMS qui vous annonce une surfacturation, faites très attention parce que là, en fait, ils vont agir sur votre émotionnel, ils vont essayer de vous stresser pour que vous réagissez. Donc, s'il y a une surfacturation, il faut revenir sur le site Internet ou consulter votre compte bancaire sur Internet ou donc sur ordinateur ou via votre application, mais jamais cliquer sur ce lien. Ou un mail, un SMS qui vous demande de payer des frais de dédouanement. Je vais après traiter de ça. Et ce qu'on retrouve aussi, c'est dans les emails, la fameuse une facture que l'on reçoit d'un bien qu'on n'a pas acheté, une machine à laver par exemple, de Conforama ou Castorama, et d'une enseigne donc qui est connue.
et vous recevez donc une facture alors que vous n'avez pas du tout fait cet achat. Et on vous demande de payer. Voilà. Oui, alors, si vous n'avez pas fait de commande, c'est qu'il n'y a pas de commande et que c'est une arnaque. Ouais. Donc ça, c'est très courant. C'est généralement par vague. On a une vague, je ne sais pas, de Orange qui a des problèmes ou qui vous disent qu'il y a une surfacturation alors que ce n'est pas le cas. Et ou parfois, que sais-je, SFR ou autres professionnels. Il ne faut pas cliquer. Alors, si vous avez fait une commande, encore plus de vigilance, je vais y revenir. Pour le moment, n'hésitez pas. Ça, déjà, c'est des exemples. Alors, ce n'est pas parce que boulanger apparaît, c'est-à-dire que c'est vraiment le boulanger. Hein. La boulanger.link, déjà, ça n'a pas l'air très très fiable. Et encore pire, avec les frais de dédouanement, le site là, bce.pw, ça n'a pas l'air d'être fiable. Ne cliquez pas. Plutôt, revenez sur votre site internet, le site internet à partir duquel vous avez effectué l'achat. Vous allez sur l'espace client, là vous allez trouver toutes les informations. Donc si effectivement il y a des frais de dédouanement, c'est là-bas que vous allez les payer et pas à partir de cet SMS. Alors, donc un email ou un SMS qui concerne la livraison d'un colis que vous n'avez pas commandé, mais attention, pendant la période des fêtes. Là, déjà, il y a Pâques, mais c'est surtout Noël. Noël, c'est la période où on a le plus d'arnaques. Et juste après Noël et le jour de l'an, nous, on a beaucoup de consommateurs qui viennent aux permanences de nos associations. Pourquoi ? Parce que les consommateurs, seniors aussi, ne font pas attention. Ils ont fait une commande, ils reçoivent un SMS, ils croient que c'est effectivement la commande qu'ils ont effectuée alors que c'est une arnaque et ils ne le découvrent que très tardivement. Donc, lorsque vous faites un achat sur Internet, faites très attention, retenez le numéro de commande et au pire, vous recevez un SMS, toujours vous l'ignorez et vous revenez sur le site Internet à partir duquel vous avez effectué cet achat. Mais jamais le SMS. Et surtout pendant la période des fêtes. Alors, faites très attention aussi, les SMS que vous recevez, ici c'était un 07. Généralement, alors, le professionnel, lorsqu'il va vous envoyer un SMS, le nom du professionnel va apparaître, comme je vous ai montré déjà pour le boulanger. Mais même avec ça, déjà, il y a un risque d'arnaque. Donc, si vous recevez un SMS d'un 07 ou un 06, alors là, c'est vraiment une arnaque. Le lien aussi, il n'a pas l'air, il a l'air très louche. Et puis aussi, l'arnaque au colis, elle est très connue, c'est tout le temps. Au début, c'était par vague, mais là, on l'a tous reçu, soit par SMS, soit par mail. Et là, déjà, il nous donne un numéro, mais c'est pas le numéro de Chronopost, c'est un numéro surtaxé. Il vous donne aussi une adresse service-laposte.net. Déjà, c'est pas .fr. C'est pas l'adresse de la Poste. Alors, pour finir avec les problèmes de la Poste ou de Chronopost, je vais vous donner les coordonnées de la Poste. Donc, si vous recevez un SMS ou un mail à partir de ces coordonnées-là, c'est le bon. Si ce n'est pas ces coordonnées-là, c'est pas le cas. Voilà. Ouais, c'est pas simple quand même. Hein. On s'y perd. On s'y perd, oui. Dans ce cas, au pire, alors ce qu'on peut faire, c'est toujours de revenir sur le site de la Poste. Vous avez toujours le numéro de votre colis. Vous l'entrez sur le suivi colis de Chronopost. Et là, vous aurez les détails. Mais ne cliquez pas sur le SMS ou le mail à partir du moment où vous sentez qu'il y a un problème et que c'est louche. Mais sinon, la Poste, elle peut vous contacter. C'est tout à fait possible. Ce sera via ces deux liens, ces deux adresses mail-là. Donc, soit ne pas répondre à @chronopost.fr, soit @clientchronopost.fr. C'est tout.
Elles peuvent vous contacter par téléphone. Il y a le service client pour les particuliers, c'est un 09 et c'est un appel gratuit. C'est pas un 08. Elles peuvent vous envoyer un SMS, c'est le 38004. Sinon, c'est pas la poste. Et si vous sentez que vous êtes victime d'une escroquerie par rapport à Chronopost, vous pouvez écrire à la poste, c'est abuse@chronopost.fr. Et ça se termine par .fr, ça se termine pas par .net. Voilà. Un troisième réflexe, c'est de vérifier l'URL du site. Alors là, je passe plutôt du côté du professionnel et de l'adresse du professionnel. URL, c'est l'adresse qu'on tape dans le navigateur. Parfois, l'URL, en fait, est identique au vrai site, mais avec une seule lettre qui change, ou parfois c'est pas .fr mais c'est .net comme je viens de le dire. Donc faites très attention, et cela concerne effectivement l'arnaque par rapport au service d'impôt. Vérifiez l'URL. Là c'était, alors ça se voit pas, impôt.gouv.app, c'était un faux site des impôts. Et généralement, les gens, lorsqu'ils reçoivent un mail par rapport aux impôts, ils vont cliquer, ils vont avoir confiance. Oui. Il ne faut pas avoir confiance. Les sites des services publics, c'est toujours .gouv.fr. Si ce n'est pas .gouv.fr, n'irez pas. Et c'est .gouv, c'est pas .gov. Par exemple, si on enlève le U, ben, c'est plus l'État. Donc, faites très très attention. Et au pire du pire, il vaut mieux toujours, que ce soit pour les services publics, que ce soit pour les professionnels en fait, de revenir, d'ouvrir une nouvelle fenêtre dans votre navigateur et de taper vous-même l'adresse pour être sûr que vous êtes au bon endroit. Oui, donc en fait l'idée à retenir, le réflexe à avoir, c'est systématiquement aller sur le site originel en fait, voilà, sur lequel vous avez commandé au départ, voilà, avec bien noté votre numéro de commande à chaque fois, retournez sur le site pour vérifier le suivi de votre commande, ne pas passer par votre boîte mail, voilà, parce qu'on n'est jamais sûr visiblement, les arnaques sont quand même assez précises. Alors, on poursuit, c'est toujours des réflexes, donc c'est des réflexes rapides à employer qui nous permettent de rester consommateurs. Alors, là, on a connu, j'ai fait un peu le tour sur le professionnel, voilà, de manière générale. Maintenant, je vais distinguer entre le professionnel européen, français ou européen, et un professionnel non européen. C'est la distinction qu'il faut avoir. Avec les sites étrangers, donc. Avec les sites étrangers, donc 100% tiers à l'Union européenne. Pourquoi je dis ça? Parce que le consommateur en Europe, il est beaucoup plus protégé. En tout cas, la protection des consommateurs en Europe, elle est pratiquement harmonisée à 99%. Donc, que vous achetez d'un professionnel français, d'un site français ou d'un professionnel, que sais-je, italien, espagnol, allemand, vous serez toujours protégé de la même manière. Par contre, si vous achetez d'un site étranger qui appartient à un pays en dehors de l'Union européenne, les règles changent. Alors, et déjà, lorsque vous allez alors acheter d'un professionnel français, là on est tranquille, c'est le droit national, on est sur un contrat interne à la France. Par contre, si vous allez acheter d'un professionnel européen, c'est un contrat international. Et la protection, elle change. Grosso modo, pour ne pas rentrer dans les détails, lorsqu'on est consommateur en Europe, il faut savoir qu'on est protégé que si c'est le professionnel qui nous cherche et c'est pas nous qui vont aller vers le professionnel. Alors, je parle pas de démarchage, je parle d'un professionnel qui ouvre son site vers des consommateurs européens internationaux. Cela se trouve sur le site lui-même. Donc, n'achetez des sites
Internet européen que s'il présente ces caractéristiques-là. Alors, un site qui prévoit une version française en plus de la version originale la langue du professionnel. Donc si c'est un professionnel italien, il y aura une version française. Et je ne parle pas de la traduction, c'est-à-dire que il y a certains navigateurs qui vont demander automatiquement de traduire la page. Je ne parle pas de ça, je parle que le professionnel lui-même, il vous donne la possibilité d'accéder sur la version française. Il y a aussi la possibilité de payer en euros, parce que tous les pays de l'Union européenne n'appartiennent pas forcément à la zone euro. Donc si le professionnel il n'appartient pas à la zone euro, il doit vous donner la possibilité de payer en euros. Le nom du domaine, c'est .fr, ou donc français, ou notre .com ou .eu. Pourquoi je le dis? Alors, lorsque vous achetez d'un site avec .fr, il y a des consommateurs qui viennent et qui disent « Ah ben non, j'ai acheté d'un professionnel français, il y a le .fr ». Alors, .fr, ça ne veut pas dire que c'est un site français, ça veut dire que c'est un site qui cherche des consommateurs français. Et c'est ce qu'en fait, l'indice dont on a besoin. Il y a la mention des coordonnées téléphoniques avec le préfixe international et puis la mention de consommateurs qui viennent de l'Union européenne. Alors, pour vous donner un exemple, et puisque c'est Pâques bientôt, je vais proposer Léonidas pour le chocolat. C'est un bon site qui montre, donc c'est un professionnel belge, mais qui cherche les consommateurs français et le cherchent très bien. Alors, lorsque vous allez sur le site, il vous demande de choisir la langue. Et donc, les Belges, ils parlent français, mais quand même, il insiste, il y a le français des Belges et puis le français de la France. C'est-à-dire que là, je parle français et c'est précisément pour les Français de la France. Voilà, donc ça, c'est un premier indice. Deuxième indice, vous voyez, il y a le FR, donc bon, c'est pas un .fr, mais c'est la même chose. Donc FR, ça veut dire qu'il cherche les Français. Et il y a encore un rappel avec le petit drapeau français. Ça, donc vous devez le chercher dans tous les sites internet. Sinon, si le site ne contient pas ces indices, n'achetez pas. Il y a aussi, voilà, la localisation et puis le petit préfixe pour l'étranger pour que vous puissiez les appeler. Donc ça veut dire que oui, je suis belge, je viens de la Belgique, mais venez vers moi, les Français. Et ça, vous devez toujours le retenir parce que c'est à ce prix-là que vous allez être plus protégé, notamment si vous avez par exemple un litige avec ce professionnel, vous pouvez saisir le tribunal ici à Marseille ou en France, là où vous habitez, et ne pas se déplacer en Belgique, ce qui est dommage de faire un voyage pour un litige. C'est sûr. C'est sûr. Alors, cela dit, je ne veux pas dire que je suis contre les achats internationaux ni contre les professionnels qui viennent de pays extra-européens. C'est juste que là, ça appelle encore plus de vigilance. Donc, le premier réflexe à avoir, c'est toujours d'adopter les autres réflexes, ça reste toujours applicable. Donc, chercher le petit drapeau français, la possibilité de payer en euros, alors là, ça devient naturel, les coordonnées, etc. Et puis, puisque là, on a affaire à un professionnel étranger, on ne sait pas, voilà, quel sera le droit qui va être appliqué, comment il va traiter ses litiges. Donc renseignez-vous sur le site lui-même parce que toujours il est obligé de vous donner des informations. C'est généralement toujours en bas de la page d'accueil du site que vous allez trouver des informations sur le site après-vente, les garanties, les délais de livraison qui risquent d'être plus lents. Donc vérifiez ces informations. Si ces informations ne vous arrangent pas ou qu'ils ont l'air louches, par exemple un délai de livraison qui est anormalement lent, n'achetez pas.
Mais si c'est un bon site, il y a des professionnels qui font d'excellents produits. Hein. Il ne faut pas hésiter à acheter. Faites très attention aux contrefaçons parce que puis, le droit de la contrefaçon, là, ce qui s'applique dans l'Union européenne, bah, ça ne s'applique pas forcément ailleurs. Faites attention aussi aux produits interdits de vente. Bon, il y a les médicaments. Il faut faire très attention. Là, ça va être bloqué. Vous n'allez pas le recevoir. Et privilégiez les vendeurs français et européens. Alors, je le dis et je le répète. S'il y a un produit qui est le même, ou le service qui existe en France ou en Europe, on le prend du site européen ou français. Si ce produit n'existe que chez un professionnel étranger non européen, ben on le prend. Mais un petit privilège pour l'Europe et la France, parce que les litiges avec le vendeur étranger, on ne sait pas, peut-être déjà, est-ce qu'on va pouvoir saisir le juge français ? Est-ce qu'on doit se déplacer au Japon pour saisir le juge japonais si on a un problème ? Est-ce que le juge japonais qui rendra une décision, bon, peut-être elle va être à notre faveur, est-ce qu'on peut la exécuter en France ? Beaucoup de problèmes, il vaut mieux les éviter. Les produits des sites non européens, ils sont soumis aux droits de douane. Et là, il y a un risque d'arnaque. Encore. Alors, déjà, il faut savoir que si vous achetez d'un professionnel qui appartient à l'Union européenne, il n'y a pas de frais de douane. C'est tout à fait logique. C'est pour ça, entre autres, que l'Union européenne a été créée. C'est pour supprimer les frais de douane, pour une libre circulation des biens et des services. Donc, si vous recevez un SMS alors que vous avez fait un achat d'un site européen et que vous recevez après un SMS de frais de douane, c'est une arnaque. Par contre, si vous avez effectivement fait un achat d'un site étranger, là, des frais de douane sont possibles. Frais de douane, alors c'est une notion assez large qui inclut la TVA. Là, c'est dû par tout le monde, donc c'est 20% à partir du premier euro d'achat. Et puis, il y a les propres frais de douane, les droits de douane. Et là, eux, ils ne sont pas applicables à partir du premier euro d'achat. Donc, on dit qu'il y a une franchise. Donc, pour les 150 euros, vous n'avez pas de droits de douane à payer. C'est à partir de 150 euros qu'on va payer les droits de douane. Donc également, si vous avez acheté d'un site étranger et si le montant est inférieur à 150 euros, si vous recevez un mail ou un SMS qui concerne les droits de douane, c'est une arnaque. Là, on a effectué donc la première partie, donc on sait à qui on a affaire. On va maintenant s'intéresser, donc étape chronologique numéro 2, aux arnaques à la commande. Le premier réflexe donc qu'on doit avoir est de vérifier les caractéristiques du produit. Donc, il faut savoir que ça, c'est le professionnel qui doit vous les donner. Vous avez toujours un droit d'information. L'information, elle doit être claire et précise. C'est-à-dire, si le professionnel vous donne une information floue, illisible, etc., c'est pas un bon professionnel. C'est peut-être aussi un faux site internet. Donc, n'achetez pas. Et l'information doit être gratuite. Donc, s'il vous dit ah non, payez-moi, je ne sais pas, même si la somme est modique, c'est un risque d'arnaque. Donc, il peut récupérer déjà vos données bancaires, mais aussi c'est gratuit. Donc, vous devez avoir votre droit à l'information gratuitement. Et les photos ne suffisent pas parce que sinon, on a parfois de très très mauvaises surprises. Là, la fameuse robe qui est très très belle, mais qui finalement n'est pas du tout belle, où on commande un tapis, on se trouve avec un micro-tapis, et ça arrive. Et c'est assez courant. Donc, il faut regarder les caractéristiques. Donc,
soit en fait c'est la faute au consommateur qui n'a pas regardé les caractéristiques et donc sur les caractéristiques il y a bien ces détails-là. Sinon, ça pourrait être aussi une arnaque. Donc, faire attention. Alors, je vous donne quand même un exemple de bonnes caractéristiques. Voilà, ça c'est par rapport à une table. On vous donne la couleur, le vernis, la forme, plateau, allonge, les garanties. Voilà, ça c'est un exemple de caractéristiques. On retrouve ça pour les vêtements, pour tout autre service. Donc, plus il y a d'informations, mieux c'est. Et en plus, parce que les informations qui figurent sur le site internet, ce sont les informations sur lesquelles le professionnel s'engage. C'est-à-dire que vous avez le droit, si vous recevez un produit qui ne correspond pas à ses caractéristiques, de lui dire « j'ai pas reçu le produit demandé parce qu'il ne répond pas à ses caractéristiques ». Réflexe numéro 2, il faut vérifier la réputation du professionnel. Alors le professionnel, il va parler de lui, il va parler positivement de lui. Donc il vaut mieux chercher quelqu'un d'autre et qui mieux qu'un consommateur comme nous. Donc dans un moteur de recherche, déjà, donc il faut recueillir les avis des consommateurs. Où est-ce qu'on peut les trouver ? Alors, on imagine toujours le pire. On va sur un moteur de recherche, on écrit le nom du professionnel et on ajoute arnaque. Donc, si vous avez plein d'avis avec le mot arnaque, c'est ça. Donc, oui, il y a un réflexe peut-être même qui peut s'appliquer dans plusieurs choses de la vie, prévoir un peu le pire et cherchez-le sur Internet. Mais c'est vrai que le réflexe d'aller voir les avis des consommateurs, ça c'est extrêmement important pour tout, y compris quand vous allez réserver un hôtel, par exemple, sur Booking, etc. Prenez le réflexe d'aller vérifier les avis des consommateurs. Et pas forcément les premiers avis, il faut bien cliquer pour aller les lire un certain nombre, parce que du coup, vous allez avoir une information beaucoup plus complète que que ce qui vous donne le site. Oui, c'est ça. Et même aller voir les mauvais avis avec une seule étoile, c'est toujours plus instructif généralement. Et ce sont des consommateurs comme vous et moi, donc ils n'ont normalement pas... voilà, il n'y a aucun intérêt pour eux de mentir. Alors, par contre, si un consommateur comme vous et moi, il n'a aucun intérêt à mentir, il y a deux personnes qui ont un intérêt à mentir. Un, le professionnel lui-même, en faisant des avis, ou son concurrent. Donc, faites très attention aux avis. Et pour être sûr que là, vous tombez sur un avis d'un consommateur, il faut vérifier si l'achat est certifié. Ça veut dire que le consommateur, il a bien fait l'achat, et cela concerne que ce soit un produit, un bien ou un service comme Booking, comme un hôtel, un restaurant, je sais pas. Et donc, pourquoi ? Parce que là, vous allez trouver achat vérifié, achat certifié ou certifié. Voilà, ce champ lexical-là. Il faut savoir que c'est au professionnel de le vérifier et il est interdit au professionnel de mettre achat certifié s'il ne l'a pas vérifié. Sinon, il peut être sanctionné. Voilà. Méfiez-vous aussi des avis courts, sans explication, avec soit 5 étoiles ou 1 étoile, avec aucune explication, celui-là. Alors, c'est pas un achat sur Internet, mais j'ai voulu partager la blague avec vous. Alors, là, le bar peut-être il est nul, mais aussi le consommateur, je suis désolée, il est nul. Il faut vraiment expliquer pourquoi. Donc, les notes extrêmes, il faut faire très attention. Donc, super, 5 étoiles. Alors, c'est vrai que c'est un achat vérifié. Il se peut que le consommateur est très content et qu'il n'a pas beaucoup de temps pour expliquer pourquoi il est très content. Mais il vaut mieux chercher des avis plus étayés. Donc ça, il faut éviter. Un bon
avis, ça doit ressembler à ça. Donc, achat vérifié. La personne, elle explique qu'il y a un bon rapport qualité-prix, qu'il est rapide, il y a la batterie, elle parle de la carte SIM. Voilà, elle parle des caractéristiques. Et là, vous savez à quoi vous attendre. Donc voilà, vérifiez toujours achat vérifié, puis lisez les détails. Alors là, et puis voilà, 4 étoiles, c'est pas mal. Hein. C'est pas parce que c'est pas 5 étoiles que le produit n'est pas bon. Il faut aussi faire attention aux avis semblables, les uns après les autres, avec pratiquement les mêmes mots ou les mêmes tournures. Cela provient généralement soit du professionnel ou de son concurrent. Et généralement, c'est même pas fait avec, c'est des robots qui vont faire ces avis-là. Donc là, si vous remarquez, c'est le même consommateur, il vient de la Corée du Sud, c'est le 5 novembre à 4h19, 4h20, 4h20, 4h20. Physiquement, c'est impossible de faire cet avis, donc c'est un robot. Et c'est joli, c'est magnifique, merci, c'est joli, c'est sûr que c'est pas un humain derrière. Donc ça, il faut éviter. Faites très attention. Troisième, donc on a fait le professionnel, la commande, et maintenant on va payer. C'est ça. La carte bleue. La carte bleue. La carte bancaire. Alors là où il y a beaucoup de risques, parce que si malheureusement vous êtes sur un faux site internet où il y a un arnaqueur, c'est là où le problème réside. C'est que il se peut que l'interface ne soit pas sécurisée. Alors, comment savoir si l'interface est bien sécurisée ? La présence d'un cadenas, la présence d'un HTTPS. S, c'est pour sécuriser. Et le cadenas aussi, c'est sécurisé. Donc, on dit souvent, pas de cadenas, pas d'achat. Voilà. Et aussi, éviter d'enregistrer. Alors je sais, ça devient plus facile après pour acheter et on ne retient pas forcément le numéro de la carte, mais je trouve que c'est bien de ne pas retenir le numéro de carte bancaire. Comme ça, on réfléchit à 2 fois avant d'acheter. En fait, le professionnel, il vous propose d'enregistrer, c'est pas parce qu'il veut vous aider, hein, c'est pas une association, c'est un professionnel. C'est plutôt pour vous encourager à acheter de plus en plus. Et oui, plus facilement. Plus facilement, ouais, c'est sûr. Plus facilement. Et puis aussi, si le professionnel, il est le bon, mais il est piraté, tous vos données bancaires seront piratées aussi et vous pouvez être après victime d'une fraude à la carte bancaire. Donc à éviter. Juste après la commande, vérifiez surtout votre compte bancaire pour voir si dans le libellé, il y a bien le nom du professionnel, si le montant est le bon aussi, sinon risque d'arnaque. Oui. Alors, alors là, c'est les problèmes à la livraison. Donc, professionnel, commande, prix, paiement du prix et la livraison. Alors, si vous avez un problème avec la livraison ou si vous avez un problème de manière générale, n'appelez pas sur téléphone. Même aussi, ne vous déplacez pas vers une agence. Pourquoi ? Parce que là, il n'y a aucune preuve. Donc, privilégiez toujours le mail ou écrire dans l'espace client ou carrément envoyer une lettre recommandée avec un accusé de réception. Voilà. Et aussi, il y a signal.conso.gouv.fr. Donc, .gouv.fr, c'est l'État, c'est le ministère de l'économie. Si vous avez un problème ou un litige avec un professionnel et que vous souhaiteriez que la DGCCRF, la répression des fraudes, soit au courant du problème, vous pouvez en même temps signaler le problème sur ce site. Alors, ça ne veut pas dire que le ministère de l'économie va résoudre votre litige, mais ça veut dire qu'il va être au courant. Donc, si le professionnel, il répète les arnaques, il va être sanctionné. Alors, pour la livraison d'une commande, on peut être devant 3 hypothèses.
La première est que ça n'arrive pas. Oui. Donc, soit on vous donne un délai et le colis n'arrive pas dans le délai imparti ou au plus tard après 30 jours. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, alors, il y a deux solutions. Soit vous tenez absolument produit et là, vous pouvez enjoindre le professionnel à effectuer la livraison là, pour avoir vraiment le produit. Et si par contre, là, vous changez d'avis, vous êtes dégoûté, vous avez le droit d'annuler. Et là, ce n'est pas le délai de rétractation. Là, vous annulez le paiement parce que vous n'avez pas eu la livraison. La deuxième hypothèse, elle est proche, c'est le colis perdu. Donc si on ne l'a pas reçu, c'est peut-être parce qu'il est perdu. Alors faites très attention parce qu'il y a certains professionnels qui vont vous dire alors prouvez-moi que le colis est perdu, peut-être vous l'avez reçu et vous me le cachez. Alors il ne peut pas vous le dire, c'est à lui de prouver. Donc à moins que il ait effectué un recommandé avec un accusé de réception. Sinon, même si sur la plateforme de suivi, donc c'est un colis suivi et pas accusé de réception, s'il n'arrive pas au bon moment, s'il est indiqué plutôt qu'il est arrivé alors qu'il n'a pas arrivé, la responsabilité, elle reste toujours sur le professionnel. Voilà, le colis non livré à la date indiquée par le vendeur ou dans un délai de 30 jours. Et aussi, il ne peut pas vous dire « Ah non, c'est le problème de la poste, vous réglez le problème avec la poste. » Non, c'est son problème à lui. Votre problème, c'est le professionnel. Donc, il va vous rembourser et après, il va résoudre son problème avec le transporteur. Ce n'est pas votre problème. Et il doit vous rembourser. Au plus tard, dans 14 jours, donc que ce soit dans la première ou la deuxième hypothèse, et s'il tarde, il y a des majorations. Et c'est vraiment des majorations importantes qui peuvent aller parfois jusqu'à 50%. Donc, s'il dépasse ce délai, vous devez lui demander et de rembourser le prix et de rembourser aussi les frais de livraison si vous les avez payés et aussi payer la majoration. Donc voilà. La troisième hypothèse, c'est la commande est arrivée. Bingo. Mais, parce qu'il y a toujours des problèmes. La commande est arrivée, mais le produit n'est pas conforme ou il est abîmé. Bon, par exemple, vous avez commandé un pull rouge et vous recevez un pull jaune ou vous recevez un pull abîmé. Dans ce cas, vous avez le droit de refuser le produit livré. Donc si là c'est l'agent de la poste qui se déplace et donc vous donne le colis, vous refusez et vous indiquez sur le banc de livraison pourquoi. Ce qui veut dire qu'il faut ouvrir le colis avant que le facteur ne reparte. Avant, oui. Non. Mais oui, je sais, je l'ai prévu. Je sais qu'il met le colis dans votre boîte aux lettres. Oui. Du coup, voilà, c'est prévu. Si le transporteur ne vous laisse pas la possibilité de vérifier, c'est pas que vous êtes obligé d'accepter. Vous avez 10 jours encore pour contester. Donc, prenez des photos avec votre portable. N'hésitez pas avant d'ouvrir le colis, en ouvrant le colis, en présentant, donc en montrant où il y a où se trouve le problème, même avec une petite vidéo. Et vous envoyez directement donc, soit un mail, soit dans l'espace client, soit un courrier recommandé au professionnel pour refuser la livraison. Et exiger une nouvelle livraison, soit aussi refuser la livraison, refuser le produit livré. Vous avez changé d'avis, ça peut aussi arriver. Vous avez reçu le produit, vous le regardez, il ne vous plaît pas. Ça peut arriver, vous avez le droit de vous rétracter, c'est le droit de rétractation, tout le monde le connaît. Il existe pour les achats sur Internet et vous avez pleinement le droit de l'exercer. Alors, droit de rétractation, oui. C'est 14 jours pour les achats sur Internet.
à compter du lendemain de la livraison. Donc, vous gagnez un jour en réalité. Comment? Par formulaire type. Généralement, lorsque vous recevez le colis, il y a un petit formulaire type. Donc, soit vous l'utilisez, soit vous allez sur le site internet dans l'espace client, soit vous envoyez un mail ou un courrier recommandé, tout ce que vous voulez. Et vous devez bien sûr renvoyer le produit. Alors, le coût du renvoi, il peut vous être facturé. Donc, c'est le droit du professionnel, mais plusieurs professionnels, de plus en plus, ils prévoient un retour gratuit. Donc, vérifiez lorsque vous effectuez l'achat, avant d'acheter, il y a parfois le retour gratuit. Ça veut dire si vous allez exercer votre droit de rétractation, le retour est aussi gratuit. Vous pouvez être remboursé. Vous allez être remboursé toujours 14 jours alors après avoir envoyé votre souhait de vous rétracter ou au plus tard après avoir envoyé le produit. Il est tout à fait légitime aussi pour le professionnel de vous dire bon, renvoyez-moi le produit ou au moins envoyez-moi une preuve d'envoi. Et là, il doit vous rembourser. Et s'il dépasse les 14 jours, toujours il y a une majoration. Alors, sur cette première partie, on va retenir certains points. On va privilégier donc les sites français et européens. On va essayer en tout cas. Vous savez qu'il y a, si vous commandez sur un site non français et non européen, il y aura des frais de douane. Pour les sites français et européens, pas de frais de douane. D'accord ? Lorsqu'il y a des frais de douane, ce sera à partir de 150 €, d'accord, sur les sites étrangers. En ce qui concerne les problèmes de livraison, il faudra dans ces cas-là faire une lettre recommandée avec accusé de réception, lorsque vous avez un problème de livraison. La responsabilité du professionnel, elle est toujours engagée, donc ce n'est pas votre responsabilité, donc c'est le professionnel. Au-delà de 14 jours, le professionnel, si votre colis n'est pas arrivé, il y aura une majoration en ce qui le concerne lui. D'accord ? Et vous, quand vous commandez, vous devez toujours vérifier si le retour de votre colis est gratuit, si vous devez le renvoyer. Voilà quelques conseils. Donc maintenant, je vous remercie, on va passer à une troisième partie qui concerne les démarchages. Oui, parce que je crois que là, ça vous intéresse. On a beaucoup de problèmes. Alors, il ne faut pas avoir peur du démarchage, il faut l'ignorer. Bon, je vais m'attaquer ah non, c'est plutôt prévu pour la fraude. Ah, la carte bancaire. C'est la carte bancaire d'abord. C'est une petite partie aussi en complément avec l'achat sur Internet. En fait, généralement, on récupère vos données bancaires après un achat sur Internet, même s'il y a de plus en plus d'astuces pour récupérer vos données bancaires. À ce qu'il paraît, il y a des petits détecteurs. Il suffit que la personne passe à côté de vous dans le métro ou au supermarché. Il récupère vos données bancaires et il peut effectuer des achats. C'est pour ça, alors, on ne peut pas peut-être éviter la fraude à la carte bancaire, mais on peut toujours l'arrêter et avoir un remboursement. Donc, ce que je vais vous donner, c'est des réflexes. Alors, pas pour éviter la fraude, parce qu'elle va toujours exister, mais plutôt de bien réagir et obtenir votre remboursement. Alors, la fraude à la carte bancaire, c'est une notion très précise. Je ne parle pas de vol. Donc, pour que vous soyez dans le cadre d'une fraude à la carte bancaire, il faut 3 conditions cumulatives. Donc, il faut les 3. Les coordonnées de votre carte bancaire ont été utilisées pour faire des achats en ligne. Donc, si c'est un achat qui est fait en magasin, ce n'est pas le cas. L'achat n'a pas été effectué par vous ou par une personne qui utilise normalement la carte bancaire. Et
la carte bancaire est toujours en votre possession. Donc, ce n'est pas le cas d'un vol. Alors, le dispositif, il ressemble fortement à celui du vol, mais là, je parle précisément de la fraude à la carte bancaire. Alors, quand est-ce qu'on sait que peut-être on est victime à une fraude à la carte bancaire? Il y a des signaux d'alerte. Alors, c'est pour ça que je vous conseille toujours, comme tout le monde, de regarder votre relevé bancaire, de regarder vos comptes bancaires sur Internet régulièrement, tous les jours. Si c'est possible, faites-le. Parce que si vous voyez qu'il y a un achat qui est bizarre, soit le libellé il est bizarre, vous ne reconnaissez pas le professionnel ou que le montant est assez important, c'est peut-être une fraude. Vous avez reçu un code. Alors si vous avez reçu un code, ne communiquez jamais le code que vous avez reçu, à moins que vous soyez, vous, à l'origine de l'achat, ou votre banque vous prévient. Alors, il est tout à fait possible que la banque soit au courant qu'il y a une opération de fraude là qui concerne plusieurs clients et elle va vous rappeler pour vous dire vous êtes victime d'une fraude. Mais faites très attention parce que ça aussi, ça pourrait être une arnaque. L'arnaque au conseiller bancaire, parce que ça existe. Il faut pas faire, alors faut pas faire confiance. Je vous explique. Il y a parce qu'il y a toujours des arnaques. Il y a une personne qui vous appelle. Elle dit que c'est votre conseiller bancaire. Elle rappelle le nom de votre conseiller bancaire. Elle connaît votre nom. Elle vous appelle du numéro du conseiller bancaire en question. Donc, c'est le bon numéro qui s'affiche. Et pourtant, c'est pas votre conseiller bancaire. Il faut vraiment pas faire attention. Même si le numéro, il est le bon. Donc, dans ce cas, vous répondez, vous dites... soit vous répondez pas, et vous rappelez, soit vous répondez en disant avec toute la courtoisie possible, je vais raccrocher et vous rappeler. Donc si c'est votre conseiller bancaire, il va très bien le prendre. Si c'est un arnaqueur, il va être agressif. Donc voilà, c'est très facile. Alors, rappelez plutôt que de répondre directement. Comme ça, vous êtes sûr de tomber sur votre conseiller bancaire et là, vous pouvez parler avec lui normalement. Mais jamais répondre même à un numéro que vous connaissez et votre conseiller bancaire ne vous demandera jamais vos données bancaires. Il les a déjà. Donc, c'est aussi comme le service des impôts aussi. Hein, il a toutes les informations sur vous. Il n'a pas besoin de vous appeler pour avoir des infos. Et s'il a besoin d'infos, c'est pas comme ça qu'il va le faire. Il va vous envoyer un courrier. Donc voilà, le téléphone, il ne faut pas faire attention. Il ne faut pas faire confiance. Alors, si malheureusement vous êtes victime d'une fraude, ça ne veut pas dire que là vous allez perdre l'argent. Il faut faire ces réflexes-là. Comme ça, on est sûr d'avoir un remboursement. Le premier réflexe est de faire opposition. C'est comme dans le cas du vol. Alors, vous pouvez soit contacter votre banque, aller à l'agence et le faire, soit il vaut mieux peut-être le faire par téléphone sur le service interbancaire. L'avantage, c'est que vous n'allez pas faire la queue. Vous pouvez le faire le dimanche, vous pouvez le faire à 3 heures du matin si vous découvrez la fraude à 3 heures du matin. Donc c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est sur ce numéro-là. Il permet de faire immédiatement opposition. C'est un numéro majoré, donc vous allez payer un peu d'argent, mais cela vaut le coup, quoi. Et un numéro d'enregistrement va vous être donné. Donc, gardez ce numéro d'enregistrement, il est très nécessaire pour les procédures à suivre. Donc voilà. Pour moi, mon conseil, n'allez pas à la banque. Et si vous allez à la banque, oui, parce que là, je me rappelle d'un problème que l'un des consommateurs a eu, vous demandez toujours une preuve ou une décharge de la part de la banque, datée et signée, comme quoi vous avez fait l'opposition, pour avoir une preuve derrière. Alors, deuxième réflexe, avertissez votre agence bancaire que vous avez fait une opposition, surtout si le contrat de la carte bancaire il le prévoit.
Donc vous pouvez rentrer chez vous et vérifier votre contrat, ou vous pouvez juste avoir la flemme et dire bon, je vais le faire de toute manière. Il vaut mieux le faire de toute manière, soit par lettre recommandée ou à l'agence, toujours des charges en contrepartie datées et signées. Et vous devez toujours, je rappelle, agir au plus vite. Là, il faut vraiment agir très vite. Parce qu'en cas d'opposition tardive, la banque peut refuser le remboursement. Et c'est ça le problème, c'est que je sais que la plupart des gens qui ont été victimes d'une fraude à la carte bancaire, ils vont recevoir une réponse négative de la part de la banque. Alors, je vais après l'expliquer, mais la banque, normalement, elle ne doit pas refuser le remboursement, sauf opposition tardive. Mais là, on parle d'un délai assez long, 13 mois, ça va, on est large. Donc, du moment où vous vérifiez quotidiennement votre compte bancaire, il n'y a pas de souci. Une petite exception, par contre, là, ça devient 8 semaines. C'est assez court. Mais ça reste 2 mois, ça reste correct, je trouve. Lorsqu'il s'agit d'une opération non autorisée avec un montant de paiement non précisé. Alors, ça ne va pas être un achat fixe, ça va être par exemple une location de voiture sur Internet à laquelle vous n'étiez pas à l'origine. Parce que là, la location de voiture, ils peuvent après vous facturer des frais supplémentaires et directement les prélever sur votre compte bancaire. Donc, dans ce cas, l'opposition doit être faite dans 2 mois pour être par la suite remboursée. Réflexe numéro 2, donc faire l'opposition. Deuxièmement, signaler la fraude. Alors, de manière, il faut la signaler en ligne. Donc ça, c'est pas un litige, mais c'est pour informer les autorités publiques qu'il y a eu une fraude à la carte bancaire. Comme ça, eux, ils mènent leur enquête. L'avantage, c'est que c'est anonyme, donc vous n'êtes pas tenu de donner votre nom et prénom et votre identité. Ça se fait sur Internet. C'est le site, c'est toujours .gouv.fr, donc c'est l'État. Vous pouvez aussi porter plainte. Et là, vraiment, c'est surtout pour les montants très importants. Alors, soit à la gendarmerie ou au commissariat de police. Vous pouvez aussi écrire un courrier, mais peut-être c'est plus pratique d'aller au commissariat de police. Il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit de vous refuser la plainte. Donc, si vous déposez une plainte, même pour un montant négligeable, ils doivent vous recevoir. Ils peuvent après classer l'affaire sans suite, mais ils doivent recevoir votre plainte. Donc, insistez à l'avoir et avoir le papier, le récépissé. Alors, donc, dans ce cas, on a un numéro d'enregistrement de l'opposition, on a un papier de la banque comme quoi vous l'avez informé, on a peut-être un numéro d'enregistrement de Perceval, la plateforme de signalement de fraude en ligne, on a un récépissé de la part du commissariat de police. Il ne nous reste qu'à demander le remboursement. Alors, le remboursement, il n'est pas adressé à l'arnaqueur, c'est votre banque et c'est votre droit. Si vous avez signalé la fraude dans les délais, elle ne peut pas vous le refuser. Vous pouvez aussi accompagner votre demande du récépissé, comme je l'ai expliqué. La banque est tenue de vous rembourser intégralement du montant de la fraude et des agios, s'il y a des agios. Ça aussi, c'est inclus. Cette obligation de remboursement pèse sur la banque que vous avez contracté une assurance ou pas. Alors, certains banquiers peuvent se permettre de le faire et vous dire « Ah non, mais vous n'avez pas pris une assurance, je ne vais pas vous rembourser. » Vous devez lui dire « Non, c'est pas parce que j'ai pas pris une assurance que vous ne devez pas me rembourser. Ce remboursement est exigé par la loi, ce n'est pas en vertu du contrat. » Vous avez donc le droit. Je ne dis pas que vous ne devez pas prendre une assurance pour votre carte bancaire. Elle est utile pour autre chose. Mais elle ne sert à rien pour le remboursement en cas de fraude. Et en cas de litige sur le remboursement, vous pouvez saisir le médiateur bancaire. Alors, parce que généralement, on arrive toujours à ce stade. Donc, n'hésitez pas à le faire parce que c'est votre droit. Et là,
Vous ne pouvez pas vous adresser directement au médiateur bancaire. Vous devez, avant avoir tenté avec votre banque, c'est normal. Donc, il faut commencer par résoudre le problème avec votre conseiller. S'il ne donne pas suite à votre demande, vous adressez au service client. S'il dit non, là, vous pouvez saisir le médiateur bancaire. Alors, il y a la Fédération bancaire française qui est le médiateur pour plusieurs banques, mais certaines banques ont leur propre médiateur. Ça ne veut pas dire que le médiateur est partial ou qu'il a un problème. Ça reste toujours des personnes indépendantes qui vont donner un avis en votre faveur si vous avez droit à un remboursement. Le médiateur bancaire est gratuit, donc il ne faut pas hésiter. Et s'il décide que votre demande est recevable, vous avez le droit, vous avez le droit à avoir un avis de sa part dans 3 mois. Donc ça reste relativement rapide. Et après, une fois l'avis est donné, si ça vous plaît, vous avez le droit de l'accepter. Si ça vous plaît pas, vous avez le droit de refuser. C'est un avis qui n'est pas obligatoire. Et c'est de la même manière pour la banque. Elle peut refuser. Et si la banque, elle refuse, là, on n'a pas de solution, il faut s'adresser au tribunal. Mais généralement, on n'arrive pas à ce stade-là. Généralement, au pire des cas, on est devant le médiateur. Donc là, on a terminé sur la partie de la carte bleue, notre carte bancaire. Il y a la rétrofacturation. C'est vrai là que j'ai parlé peut-être un peu lentement. Alors, Non. Rétrofacturation, c'est génial. Franchement, si vous consultez votre compte en ligne tout le temps et vous détectez la fraude, il vaut mieux plutôt faire la rétrofacturation. Alors, vous vous opposez, vous faites l'opposition à votre carte bancaire, bien sûr. Mais là, ça vous évite un peu un conseiller bancaire qui vous dit non, je ne vais pas vous rembourser et qui vous fait perdre du temps. Alors, c'est un service qui est rattaché à votre carte bancaire, Visa ou Mastercard, et vous ne pouvez l'utiliser que dans les 30 premiers jours. Donc, à partir de la fraude. Généralement, lorsque nos associations adhérentes sont consultées, c'est toujours après 30 mois. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Mais c'est très, très intéressant. Ça passe par l'intermédiaire de votre banque ou carrément seul. Pour Visa, c'est un formulaire de contact. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez donc dans un moteur de recherche rétrofacturation Visa et vous arrivez sur un formulaire de contact qu'il faut remplir avec un code motif. Alors, la rétrofacturation agit sur plusieurs domaines. Pour nous, pour la fraude, c'est paiement non autorisé. Donc, le code, c'est 10-4. Et pour Mastercard, vous appelez par téléphone. Donc, c'est un appel gratuit. Et pareil, il y a un petit code motif. Et là, c'est 48,37 pour la fraude à la carte bancaire. Et il faut savoir, là, vous allez être remboursé, en fait, par le système Visa ou Mastercard. Et c'est à lui, après, de chercher le remboursement avec la banque. Donc là, ça vous évite, en fait, la banque. Donc, c'est très intéressant. Oui, ça évite toute la première démarche que vous nous avez présentée. Oui. Donc là, on a vraiment fini avec la fraude. Très bien. Donc, vous avez bien noté, hein, on rappelle les étapes si il y a une fraude à la carte bancaire. 1. On fait opposition à la carte bancaire au 08 92 70 57 05. 2. On avertit notre agence bancaire très vite pour pouvoir être remboursé. 3. On signale en ligne sur Perceval. On va porter plainte. 4. On demande le remboursement intégral de la fraude. Voilà, à la banque. Et si la banque ne veut pas, eh bien, il y a le médiateur bancaire pour ça. D'accord ? Donc maintenant, on passe à une autre partie. Enfin, les démarchages. C'est ça, des démarchages cette fois-ci. Alors, nous vous écoutons. Alors, je vais commencer par le démarchage. Il y a 2 types. Donc, le premier, c'est le démarchage téléphonique. C'est le plus courant. Alors, premier réflexe. Je crois que vous le connaissez. Tout le monde le connaît. Ne répondez pas. Si vous ne connaissez pas le numéro, vous ne répondez pas.
Alors, si c'est un numéro sérieux, si c'est vraiment quelqu'un qui cherche vraiment à vous joindre, il va soit vous envoyer un SMS, soit vous laisser un message vocal. Et donc, ne répondez pas. Donc, à moins que vous voulez vous amuser. Moi, je le fais parce que ça me permet d'être informée sur les arnaqueurs. Mais voilà, ne le faites pas si vous voulez pas, si vous n'êtes pas professionnel. Réflexe numéro 2, demandez au démarcheur son identité. Alors, généralement, il se présente, mais il ne vous donne pas toutes les informations, donc sachez très bien. Et il parle trop vite. Donc, n'hésitez pas à lui dire « Excusez-moi, monsieur, vous parlez trop vite. Rappelez-moi votre identité. » Comme ça, vous notez très bien quel est le professionnel qui vous démarche, au cas où vous allez intenter un litige. L'appel, d'ailleurs, ne doit pas être masqué. Ils n'ont pas le droit. Et ça, c'est inclus dans le droit d'information. Donc, vous savez quel est le numéro. Et en plus, comme ça, vous pouvez le signaler à Blocktel. Je vais y revenir. Le démarcheur doit vous indiquer de manière claire et compréhensible son identité ou l'identité de la banque. Bon, il peut ne pas vous donner son nom et prénom. L'identité du professionnel, pas la banque. Et la nature commerciale de son appel. Alors, il faut se méfier. Parfois, il dit que c'est une enquête, mais c'est en fait là, il commet en fait, c'est puni par la loi. S'il ne dit pas que c'est commercial, que c'est juste une enquête, en fait, c'est puni. Et recueillir votre accord explicite 2 fois pour poursuivre l'appel téléphonique. Donc, vous pouvez dire arrêtez, je veux pas. C'est un appel commercial. Et même s'il devient agressif, raccrochez. Alors, réflexe numéro 3. Alors, il y a beaucoup qui disent, oui, Blocktel ne sert à rien, mais quand même, en fait, il sert à quelque chose. Signalez à Blocktel. Le numéro, c'est celui-là. C'est gratuit. Et c'est valable pendant 3 ans, reconductible automatiquement. Et donc pourquoi pas. Donc puisque l'appel n'est pas masqué, renseignez le numéro. Alors petite nouvelle, c'est un décret qu'on attendait depuis longtemps concernant le démarchage téléphonique. Donc la nouvelle réglementation, elle est entrée en vigueur ce mois de mars. Et elle vous protège parce que désormais, il y a des horaires de démarchage. C'est du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 20h. Si il ose vous appeler en dehors de ces horaires, vous le signalez à Blocktel. Il est interdit samedi, dimanche et jours fériés. Et un consommateur ne peut pas être sollicité par voie de téléphone plus que 4 fois par mois. Donc, si aussi le même professionnel, il le dépasse, vous le signalez à Blocktel. Et lorsque le consommateur refuse le démarchage lors de la conversation, le professionnel doit s'abstenir de le recontacter pendant 60 jours calendaires. Donc, c'est 2 mois. Donc, s'il vous rappelle, signalez-le à Blocktel. Il faut toujours signaler. Comme ça, là, vous êtes au courant de vos droits par rapport au démarchage et s'ils osent dépasser les règles, vous le signalez. Comme ça, ils seront sanctionnés. Et ils changent de numéro. C'est pour ça que c'est très intéressant. Lorsqu'il vous appelle, vous lui dites « je vais noter votre nom » ou le nom de la société. Et tous les consommateurs bénéficient de ce décret, même s'ils ne sont pas inscrits à Blocktel. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas inscrit à Blocktel que le professionnel peut vous appeler quand il veut. C'est votre droit donc d'être protégé. Réflexe numéro 4, ne pas rappeler le démarcheur. Donc, si quelqu'un vous laisse un appel manqué, sans message vocal, sans SMS, rappelez jamais. De manière générale, ne rappelez jamais. Attendez qu'il vous rappelle. Pourquoi ? Parce que ça aussi, c'est une arnaque. Généralement, ils vous appellent. D'ailleurs, il y a ceux qui font un tout petit bip et c'est tout, un appel manqué. Leur objectif est que vous allez les rappeler.
Et ce sont des numéros taxés qui commencent généralement par 08 d'ailleurs. Leur objectif, donc, ce n'est même pas de vous faire une proposition d'achat ni quoi que ce soit. C'est juste que vous rappeliez et pendant ce temps-là, ils gagnent de l'argent. Donc faites très attention au numéro 08. Alors pas tous les 08 par contre. Alors les surtaxés, 08, c'est les numéros à 10 chiffres commençant par 08, numéro à 4 chiffres commençant par 3 ou 10, numéro à 6 chiffres commençant par 118. Voilà. Donc, à retenir. Depuis le 1er janvier 2021, il faut savoir que les numéros sont surtaxés, sont interdits au service public. Donc, si quelqu'un même vous laisse un message vocal et qu'il a appelé de l'un de ces numéros-là en disant que c'est un service public, c'est pas le cas. Parce que le service public n'a pas le droit d'utiliser ces numéros. Donc, vous ne le rappelez pas. Et réflexe numéro 5, peut-être c'est le plus important. Ne pas valider quoi que ce soit. S'il vous appelle et il vous dit « je vais vous envoyer un code via SMS ou mail », ne communiquez jamais ce code. C'est l'arnaque la plus à la mode et on a trouvé en fait des seniors avec plusieurs mutuelles, alors que normalement on peut avoir qu'une seule déjà. Et ça se passe pas que pour les seniors, hein. Il y a les tout jeunes entre 18, 19, 20 ans, eux aussi sont victimes de cette arnaque. En fait, le fait de communiquer le code, cela vaut une signature électronique. C'est comme la signature manuscrite. Donc, vous avez conclu le contrat. Là, vous bénéficiez du droit de rétractation, mais si vous dépassez le délai de rétractation, ça y est, c'est fini. Donc, bon, c'est pas ça y est, c'est fini, mais là, il faut résoudre le litige. Donc, le contrat est conclu, le démarcheur a une preuve. Donc, à moins que vous avez contacté, je ne sais pas, un professionnel parce que vous l'avez contacté et il vous a envoyé le code et que vous êtes très conscient que vous allez conclure le contrat, là c'est bon, communiquez le code. Mais sinon, si c'est un démarcheur, ne communiquez jamais le code. Il peut vous dire que c'est juste pour information, pour être sûr que vous avez reçu le SMS sur votre téléphone. Tout ça, ce sont des mensonges. Ne communiquez jamais le code. Voilà, et c'est surtout pour les mutuelles, mais c'est partout. Là, j'ai fini avec les arnaques téléphoniques. Il nous reste les démarchages à domicile. Alors, le terme démarchage à domicile, c'est le plus connu, mais il faut savoir que ce n'est pas parce que le professionnel ne vous a pas contacté, n'est pas venu chez vous, qu'il ne s'agit pas d'un démarchage à domicile. Alors, il y a un terme plus général qui s'appelle la vente hors établissement. Et si vous faites partie de l'une de ces hypothèses que je vais exposer, il s'agit en fait d'un démarchage, c'est assimilable à un démarchage à domicile et vous avez les mêmes droits. Alors, pour cela, donc, soit le professionnel se déplace chez vous, là c'est un démarchage à domicile, là il n'y a pas de discussion. Mais par contre, si vous êtes en dehors de chez vous et que vous répondez à ces trois conditions, c'est aussi assimilé à un démarchage à domicile. Alors, c'est un contrat de consommation. Il faut une présence physique du consommateur, donc de vous et du professionnel, et le lieu de signature. Alors, il n'est pas dans votre domicile, mais cela peut être le lieu où le professionnel exerce son activité, c'est-à-dire qu'il y a des hypothèses où vous allez signer le contrat dans l'agence et ça va être assimilé à l'agence et ça va être assimilé à un démarchage à domicile. Ça pourrait être aussi une excursion. Parfois, les professionnels font des excursions. Parfois, ils organisent les rencontres. Et puis, les tupperwares, surtout, je sais qu'ils font ça. Ça aussi. Ou le lieu où le professionnel exerce. Alors, le lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité, ça pourrait être, par exemple, dans un centre commercial. Alors, il faut 3 conditions quand même. C'est pas parce que vous avez rencontré le professionnel en dehors que c'est assimilable à un démarchage. C'est que vous avez signé
immédiatement le contrat. Si vous avez signé après, non. Vous avez été sollicité personnellement par le professionnel, donc il va directement vers vous, et individuellement, et vous avez été sollicité dans un lieu différent de son activité. Mais que vous êtes allé après à l'agence. Donc, par exemple, je sais que ça se passe dans les centres commerciaux. Le professionnel, il vient, il vous parle, il vous dit vous pouvez venir à l'agence. Et si vous allez directement à l'agence et vous signez le contrat, c'est assimilable au démarchage à domicile et vous bénéficiez de droits, notamment droit de rétractation, surtout qui est le plus important. Alors, il y a plusieurs délais, mais pour l'achat en ligne, pour le démarchage à domicile et pour le démarchage téléphonique, c'est 14 jours. À partir du lendemain de la signature du contrat ou de la commande sur Internet. Alors, lors de démarchage, comme à domicile ou en établissement, comme pour le démarchage téléphonique, vous avez le droit à des informations. Donc, il y a déjà une liste d'informations obligatoires que le professionnel est obligé de vous donner. Le nom et coordonnées du vendeur, nom et coordonnées de la société, nature et caractéristiques détaillées du bien ou du service, le prix unitaire, oui, c'est pas juste hors taxe, il doit vous donner le TTC. Vous vous amusez pas à faire les calculs tout seul. Il faut que lui soit à l'origine du prix. Les conditions d'expédition, délai de livraison, si voilà, il ne vient pas avec son produit, les modalités de paiement et bien sûr le droit de rétractation. Donc si vous oubliez le délai, vous pouvez demander au démarcheur. Il doit vous dire 14 jours. Et aussi le médiateur de consommation compétent. Il doit toujours avoir avec lui sa carte et vous avez le droit de lui demander d'examiner sa carte. Alors, deuxième réflexe, et je sais que plusieurs en fait sont victimes, vous avez le droit à une copie de votre contrat, mais ça va pour tous les contrats. On a toujours droit à une copie. Il doit vous donner un contrat, une copie avec signature. Les deux copies doivent être signées. C'est comme, je ne sais pas, le contrat de location, le bail aussi. Vous avez 2 exemplaires. Vous devez avoir un exemplaire signé sur papier et si vous le souhaitez aussi sur un support durable comme mail, clé USB, CD, etc. Vous devez avoir aussi le formulaire de rétractation. C'est votre droit. S'il ne vous l'a pas donné, c'est pas grave. Hein, vous contactez le service client du professionnel. Vérifiez la date, parce que ça, c'est une arnaque. Il peut signer en indiquant une date plus ancienne. Et donc, pour après vous dire, ah oui, non, mais vous êtes hors délai pour exercer votre droit de rétractation. Vérifiez la date. Vérifiez toujours la date. On n'est jamais protégé. Et ne payez rien. Même s'il vous laisse la marchandise, il peut vous dire, ah oui, non, quand même, je vais vous laisser la marchandise. Même s'il décide de vous laisser la marchandise, vous ne payez rien. En fait, il n'a pas le droit de percevoir, en tout cas, de l'argent au bout, avant 7 jours. Merci. Nous avons terminé sur cette première partie. Il reste juste quelques petits réflexes. Je crois que j'ai dépassé mon temps un tout petit peu. Alors, demandez la carte professionnelle, comme je l'ai dit, ne signez aucun document, ne signez rien immédiatement, ne payez rien, ne fournissez pas votre RIB, ne fournissez pas votre facture d'énergie. Oui, parfois d'ailleurs votre RIB il figure donc sur la facture, faites très attention. Ne donnez pas votre numéro de compteur et vérifiez les motifs de la visite. Donc même si c'est enquête, c'est généralement démarchage. Alors, je parlais de la hausse des prix du gaz et d'électricité. Alors, je vais parler de l'état des lieux. Gardez vos questions, on les prendra après. D'accord ? Alors, il y a des aides de l'État, c'est le chèque énergie. Pour ceux qui ne connaissent pas le chèque énergie, c'est une aide de la part de l'État. Elle est donnée selon vos revenus, donc que vous avez donnés au service des impôts. Et donc, si vous êtes éligible, vous allez recevoir le chèque énergie.
ou vous l'avez déjà reçu. Donc, si vous avez reçu un chèque énergie, là, ça va vous aider à payer votre facture de gaz et d'électricité. Vous avez donc reçu en 2021, en 2022 et vous allez prochainement recevoir en 2023. Attention aussi aux faux sites qui concernent les chèques énergie. Lorsque vous allez pour utiliser le chèque énergie pour payer votre facture, faites très attention d'aller sur le site de votre fournisseur. Parce que si vous tombez sur un autre site, c'est une arnaque et vous pouvez aussi vous trouver avec un nouveau fournisseur. Faites très attention. Alors, actuellement, concernant l'énergie, vous êtes dans l'une de ces deux situations. Soit vous avez un contrat à tarif réglementé, donc gaz ou électricité. Pour le gaz, donc tarif réglementé, c'est-à-dire Gaz de France. Réflexe, ne bougez pas. Il ne faut pas bouger. Là, vous avez les tarifs réglementés, donc les tarifs les plus intéressants. Et cela va rester jusqu'à fin juin. À partir du 1er juillet, on va les prix réglementés vont disparaître et les factures vont un peu augmenter. Alors, le tarif réglementé de gaz, il est d'ailleurs gelé depuis 2021 et en début de 2023, il y a eu une hausse importante de 15%, mais c'est la seule hausse. Donc si en janvier pour le gaz et en février pour l'électricité, si vous avez une hausse d'énergie en dehors de ce 15% en début de 2023, vous êtes victime d'une arnaque. Donc là, je parle aussi, c'est rare, mais ça peut arriver, c'est que les tarifs réglementés. Après, si c'est un tarif marché, c'est pas le cas. Il y a donc une seule hausse, et après, on est tranquille jusqu'à la fin du mois de juin. Mois de juillet, il n'y a plus de tarifs réglementés. Alors, je vais vous expliquer après ce qu'il faut faire. Alors, la fin des tarifs réglementés, elle concerne uniquement le gaz. Donc, si quelqu'un vous appelle, un démarcheur, et vous dit il y a la fin des tarifs réglementés pour l'électricité, et là vous devez changer de fournisseur, vous ne l'écoutez pas. C'est une arnaque. Il n'y a que pour le gaz. Donc on est toujours un peu protégé pour l'électricité. Alors, si vous n'avez pas malheureusement un contrat à tarif réglementé, donc il faut juste consulter votre facture. Si sur votre facture il n'y a pas un tarif réglementé, donc vous êtes pas protégé par le blocage, malheureusement. Donc, vous pouvez être victime d'une augmentation de prix qui peut être très, très importante. Vous êtes dans l'une de ces trois situations. Je vais commencer par la pire. C'est le contrat indexé sur les prix de marché. Vérifiez. Si vous êtes indexé sur les prix de marché, déjà, normalement, vous l'avez quitté, votre fournisseur. Mais si ce n'est pas le cas, vous devez le quitter. Aujourd'hui, là, en rentrant chez vous, il ne faut pas rester avec ce fournisseur. D'ailleurs, les prix, ils ont déjà flambé au cours de l'année écoulée et ça va continuer. Alors, changez d'offre. Aujourd'hui, d'ailleurs, ne restez pas. Le contrat, deuxième hypothèse, contrat indexé sur le tarif réglementé. Ce n'est pas un tarif réglementé, il est indexé, donc il est un peu plus cher. Alors, c'est le bon choix. Si vous n'êtes pas sur un contrat réglementé, vous ne pouvez pas maintenant faire un contrat à tarif réglementé. Vous faites ce contrat-là, indexé sur le tarif réglementé. Ce contrat, il évolue globalement comme le tarif réglementé, mais il peut changer plus souvent. Donc l'abonnement, il peut être plus cher et les prix changent souvent. Alors, du coup, il faut vraiment surveiller. Et il vous informe de toute manière, mais il faut toujours vérifier votre compte bancaire, vérifier le site du fournisseur. Et parce que le fournisseur, il a le droit de modifier les prix. Il va juste vous prévenir un mois à l'avance. Donc, regardez vos mails et regardez aussi les spams. Parce que dans un délai de 2 mois, vous pouvez changer, mais au-delà d'un mois, vous restez avec le tarif important. Et c'était d'ailleurs le cas en automne 2021. Mega, qui est un fournisseur, il a fait augmenter le prix, mais drastiquement, et il fallait quitter. Et c'était notre... Alors, je vais vous expliquer, bien sûr. Alors, il reste comment est calculé.
Donc, alors ce qui se va se passer, les contrats à tarifs réglementés, ça va disparaître pour le gaz uniquement. Alors, donc vous restez avec les tarifs réglementés, vous n'êtes pas tenu de changer de fournisseur dans cette période-là, vous changez à partir de juillet. Donc si quelqu'un vous appelle en vous disant il faut changer maintenant, ne changez pas. Par contre, à partir de juillet, vous êtes obligé parce que le contrat, les tarifs réglementés ne vont plus exister et si vous ne faites pas un choix, eh ben, on va vous basculer sur un tarif standard de votre fournisseur. Donc s'il est cher, vous allez payer le prix. Il y a la commission de régulation de l'énergie qui, elle, déjà, elle calcule les prix réglementés. Elle va calculer maintenant un prix de référence. Donc, les méthodes de calcul, elles sont pratiquement comme les prix réglementés. Elles sont légèrement plus importants, donc ça va déboucher sur un prix un peu plus important et ça risque de changer plus rapidement. Mais il reste le plus proche des tarifs réglementés. Et donc, c'est ce qu'il faut faire pour rester protégé. Donc là, lorsque vous allez partir sur un fournisseur, un nouveau fournisseur à partir de juillet, c'est un tarif qui est indexé sur le prix de référence. Le prix de référence de la commission de régulation de l'énergie et pas un autre prix de référence de cette commission. C'est ce contrat qu'il faut conclure. Si vous avez un contrat à prix fixe, alors je ne sais pas s'il y en a d'entre vous, alors pour le moment vous êtes protégés et même vous êtes peut-être plus protégés que les autres parce que tant que dure votre contrat, s'il est moins cher que les nouveaux prix à partir de juillet, ben vous bénéficiez d'un prix moins cher. Mais il faut retrouver la date d'échéance parce que ce qui est sûr, à la date d'échéance de ce prix fixe, il va augmenter. Et donc, à la date d'échéance du prix fixe, vous basculez toujours sur un contrat indexé sur le prix de référence de la commission. Et de toute manière, votre fournisseur, il va vous contacter par mail, regardez vos spams, un mois en avant, il va vous donner des informations et une proposition. Généralement, elle va être plus chère, donc faites très attention s'il va vous parler de plusieurs privilèges. Ça pourrait être très louche. Donc, ne pas accepter les yeux fermés. Et toujours, c'est en fait là ce que conseille même le médiateur de l'énergie, le contrat indexé sur le prix de référence. Alors, je vais vous donner quand même plus de détails par rapport au choix. Alors, restez avec votre contrat jusqu'à fin juin et puis vous pouvez utiliser le comparateur. Lui, il va vous donner déjà le contrat indexé sur ce prix-là, prix de référence, c'est solen.fr. Alors, c'est pas .gouv.fr, mais c'est bon. Solution de litige de l'énergie en ligne.fr, en fait, c'est ça. Donc, c'est un comparateur qui dépend du médiateur de l'énergie, donc quelqu'un auquel on a pleinement confiance. Et donc, vous pouvez aller sur Internet, il y a le comparateur, il va vous demander des questions sur votre consommation et tout, et va vous donner le meilleur contrat. Vous pouvez aussi l'appeler. Et ça va vous donner les mêmes informations. Et finalement, vous pouvez toujours solliciter une association de consommateurs. Voilà, je crois que c'est bon. Merci pour cette rapidité pour la deuxième partie. Voilà. Et le changement de fournisseur est gratuit. N'oubliez pas. Si vous tapez conso région sud ou ctrc-6paca.fr, vous allez trouver notre site et là, tout en haut, il y a permanence avec toutes nos permanences sur tous les départements. Petit conseil quand même, appelez avant de vous déplacer. Généralement, ils sont fermés pendant les vacances scolaires.
Merci à vous pour votre écoute. Merci à M. Nasral pour son intervention, vraiment. Merci.